beaucoup a été écrit sur la poursuite du SMS Goeben et du Breslau, ou peut-être Breslau, qui a finalement conduit à ce qu'ils deviennent un facteur majeur dans l'entrée des Ottomans dans la Première Guerre mondiale aux côtés des Allemands. Ainsi, cette poursuite a déclenché des événements menant finalement à la campagne de Gallipoli. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur un point, l'interception presque réussie des navires allemands par le contre-amiral Trowbridge et une escadre de croiseurs cuirassés britanniques. Beaucoup a aussi été écrit à ce sujet, avec des débats constants sur ce que Trowbridge aurait dû faire. Une controverse qui a en fait commencé pratiquement au moment même où il a pris sa décision. Comme presque interception l'indique, il a choisi de ne pas engager le combat. Et cela ne s'est jamais vraiment arrêté depuis. Alors d'abord, nous allons examiner ce qui s'est passé historiquement et pourquoi, ainsi que prendre en compte certains facteurs que nous connaissons aujourd'hui et que nous pouvons appliquer avec le recul. Et la raison à cela, c'est que, peu importe ce que les gens pouvaient penser à l'époque, s'il avait choisi d'engager le Goeben, ce qui était évidemment l'une de ses options, alors l'effet matériel que nous connaissons maintenant aurait en réalité été ce qui comptait pendant cet affrontement. Et enfin, nous allons examiner ce qui aurait pu se passer si l'affrontement avait réellement eu lieu, s'il avait mis à exécution l'interception qu'il avait prévue. Donc, pour vous donner un rapide contexte, l'amiral Souchon à bord du Goeben multipliait les déplacements depuis que les relations entre les puissances européennes avaient commencé à se détériorer après l'assassinat de l'archiduc François Ferdinand. Les choses étaient compliquées par le fait qu'il y avait 5 puissances concernées, d'une manière ou d'une autre, en Méditerranée centrale, les Britanniques, les Français, les Italiens, les Austro-Hongrois, et enfin, sous la forme du Goeben et du Breslau, les Allemands. La raison pour laquelle cela était assez compliqué, c'est que malgré l'existence théorique de 2 camps, la Triple Alliance et la Triple Entente, aucun des deux n'exprimait réellement ses intentions diplomatiques comme un front totalement uni. L'Italie allait donc déclarer sa neutralité, bien qu'elle soit théoriquement alliée à l'Autriche-Hongrie et à l'Allemagne, et cela signifiait que ni les navires britanniques et français, ni les navires allemands ou austro-hongrois ne pouvaient rester dans les ports italiens plus de 24 heures sans être internés, mais cela voulait aussi dire que la flotte de bataille italienne était hors jeu. Le manque d'unité diplomatique signifiait que, pour les 4 puissances restantes, les déclarations de guerre entre elles se faisaient individuellement. Cela avait déjà coûté aux Alliés une occasion majeure, car la France était en guerre avec l'Allemagne quand les croiseurs de bataille de l'amiral Milne ont croisé le Goeben, partant dans l'autre sens. Bien que les navires britanniques se dirigeaient pour protéger les convois de troupes français contre une possible attaque allemande, ils n'étaient pas autorisés à engager le combat à ce moment-là parce que la Grande-Bretagne n'était pas encore en guerre avec l'Allemagne. À ce stade, leurs règles d'engagement interdisaient de tirer, sauf s'ils essuyaient eux-mêmes des tirs. Souchon, loin d'être idiot, n'allait pas engager un combat à 3 contre 1. L'ouverture officielle tardive des hostilités entre la Grande-Bretagne et l'Allemagne est donc survenue alors que le Goeben se trouvait bien à l'est des forces de Milne. Milne restait convaincu que les Allemands attaqueraient soit les convois de troupes français venant d'Afrique du Nord, soit chercheraient à atteindre l'Atlantique. Il décida donc de maintenir ses navires entre la Sicile et les routes maritimes françaises. Cependant, le croiseur léger Gloucester fut envoyé pour repérer et suivre les Allemands, tandis que le croiseur léger Dublin fut envoyé pour retrouver et renforcer Trowbridge, qui patrouillait à l'extrémité sud de l'Adriatique. Si les Austro-Hongrois venaient aider les Allemands, même si la Grande-Bretagne n'a pas encore déclaré la guerre à l'Autriche-Hongrie. Dans ce contexte, des ordres de Churchill et de l'Amirauté sont arrivés, demandant de ne pas s'engager contre ce qu'ils décrivaient comme une force supérieure, bien que la signification exacte de ce terme ait été laissée délibérément floue. Après la guerre, Churchill écrirait qu'il voulait clairement dire qu'il ne souhaitait pas que les croiseurs de bataille de Milne et ses forces affrontent toute la flotte austro-hongroise, dreadnoughts et pré-dreadnoughts compris, si celle-ci sortait. Mais dans quelle mesure cela est vrai ou n'est qu'une justification a posteriori, à vous de juger. En tout cas, cela ne signifiait en aucun cas spécifiquement de ne pas combattre la flotte autrichienne, et ainsi Milne et Trowbridge durent déterminer eux-mêmes ce qui pouvait ou non constituer une force supérieure à un moment donné. Le 5 août, Gloucester a signalé que les Allemands se trouvaient à Messine, le détroit étroit entre l'Italie et la Sicile. Les Allemands s'y arrêtaient pour se ravitailler en charbon, même si, bien sûr, grâce à l'application stricte des lois de neutralité, ils n'avaient que 24 heures pour le faire.
Troubridge, cependant, pensait que les rapports sur Goeben dans le détroit de Messine signifiaient qu'elle traversait en réalité sans s'arrêter et supposait qu'elle fonçait vers l'Adriatique pour tenter de rejoindre les Austro-Hongrois. Sachant que les canons de 11 pouces du croiseur de bataille allemand avaient une portée supérieure à ses 9,2 et 7,5 pouces, il comptait engager le combat de nuit dans des eaux étroites pour réduire cet avantage. À ce moment-là, il disposait de 4 croiseurs cuirassés: Défense, Black Prince, Warrior et Duke of Edinburgh. Tous avaient une bordée de 4 canons de 9,2 pouces, mais en raison des différentes théories de conception ayant influencé les diverses classes, les batteries secondaires allaient jusqu'à 10 canons simples de 6 pouces. Sur le Black Prince et le Duke of Edinburgh, 5 canons pouvaient tirer de chaque côté, contre 4 canons de 7,5 pouces sur le Warrior, 2 par bordée, et 10 canons de 7,5 pouces sur le Defense, 5 par bordée. De plus, bien sûr, ils étaient tous équipés de torpilles s'ils parvenaient à se rapprocher suffisamment. Tous les croiseurs avaient une épaisseur maximale de ceinture blindée de 6 pouces et une vitesse maximale théorique de 23 nœuds, bien que l'un des navires soit connu pour être un vapeur relativement médiocre et qu'ils aient tous été en service depuis un certain temps. Cependant, savoir si le mauvais vapeur était Warrior ou Duke of Edinburgh dépend de la source consultée. Cela signifiait qu'il y avait en réalité une vitesse maximale d'environ 20 nœuds s'ils voulaient rester ensemble au combat et d'environ 18 nœuds pour la croisière à grande vitesse. Grâce à la disposition de ces canons, Défense pouvait orienter 2 canons principaux vers l'avant ou l'arrière. Les autres pouvaient en pointer 3 en allant directement vers une cible. Quant aux autres, tous dotés de 6 canons simples de 9,2 pouces, un à l'avant, un à l'arrière et 2 sur chaque flanc. Comparé aux tourelles jumelées plus efficaces du Defense avant et arrière, d'où une batterie secondaire bien plus importante. Troubridge disposait aussi de 8 destroyers qui allèrent bientôt partir pour Malte se ravitailler en carburant. Mais avec la guerre contre l'Autriche-Hongrie imminente, Milne avait ordonné aux destroyers de rester avec Troubridge et d'attendre un charbonnier en préparation. Il avait aussi ordonné d'envoyer les destroyers en premier en cas d'attaque nocturne, ce qui était logique. Ainsi, dans la soirée du 5 Troubridge, et ses forces ont appareillé pour intercepter les Allemands avec un plan d'action relativement cohérent. Les croiseurs devaient tirer uniquement en salve, ce qui minimiserait le nombre de fois où les éclairs des tirs révéleraient leur position et révéleraient ainsi leur position. Les servants des projecteurs seraient à leur poste, mais ne seraient allumés que lorsque le Défense, le navire amiral, ouvrirait le feu. À ce moment-là, tous les projecteurs concernés seraient utilisés pour tenter d'éblouir l'ennemi. Une fois que l'ennemi serait sous le feu et illuminé, toujours en utilisant uniquement des tirs en salve, les destroyers pourraient s'approcher pour lancer une attaque à la torpille. Cependant, les Allemands ne se dirigeaient pas vers l'Adriatique, mais chargeaient frénétiquement du charbon au port de Messine. Leurs équipages et ceux de plusieurs navires marchands allemands du port aidaient à charger un maximum de charbon. Et les navires marchands allemands fournissaient aussi quelques hommes, même si le charbon qu'ils pouvaient offrir était de très mauvaise qualité. Milne, quant à lui, restait convaincu que les Allemands allaient en fait venir attaquer les transports français. Il n'a donc pris aucune mesure particulière pour réduire la distance. Bien sûr, il aurait pu utiliser ces 24 heures pour essentiellement enfermer Goeben à Messine, ce qui l'aurait rendu incapable de partir sans une confrontation directe. À ce chaos s'ajoutait le fait que lorsque les messages de soutien de Milne sont parvenus aux Français, ceux-ci étaient incrédules et ont répondu qu'ils avaient toute leur flotte avec les transports. Ils n'avaient besoin d'aucune aide. Au lieu de cela, ils ont en fait proposé à Milne les services de 4 croiseurs français qui, autrement, s'ennuyaient beaucoup, faute de choses à faire, pour aller attaquer Souchon. Malgré ces messages et offres, Milne est resté étrangement obsédé par la protection des transports français, même quand il était clair que les Français ne voulaient pas de lui, et il a gardé les 3 croiseurs de bataille. Finalement, le 6 Goeben est sorti de Messine comme le précurseur de ce qui allait être une sorte de crime de guerre environnementale. Le charbon de mauvaise qualité dans sa cale produisait d'immenses panaches de fumée, évoquant une décharge en feu plutôt que l'échappement d'un navire. Gloucester a donc commencé à la suivre aisément. Il n'était pas vraiment difficile de repérer où se trouvait Goeben à ce moment-là, même s'il y avait une certaine confusion quant à la vitesse réelle à laquelle Goeben pouvait aller. Et cette confusion a été perpétuée dans certaines sources secondaires au fil du temps.
Lors de ces essais, Goeben a en réalité atteint une vitesse maximale de presque 28 nœuds, bien que ce soit dans des circonstances très particulières, qui étaient courantes lors des essais de vitesse allemands de l'époque, alors que sa vitesse de conception était légèrement supérieure à 25 nœuds. Cependant, après un certain temps en Méditerranée, sa machinerie était dans un état assez déplorable. Il n'y a pas si longtemps, elle avait à peine pu naviguer à 14 à 16 nœuds. Et ce n'est qu'après une série d'efforts plutôt héroïques, il a fallu embarquer des milliers de nouveaux tubes de chaudière et remplacer de nombreux anciens en alternant la mise en marche et l'arrêt des chaudières. Une partie de ce travail a été effectuée alors que le navire était en mer, ce qui avait permis de restaurer partiellement sa vitesse. La vitesse exacte qu'elle pouvait alors atteindre restait un mystère pour beaucoup à l'époque. Certains lui attribuaient une vitesse de 26 nœuds ou plus, ce qui était manifestement absurde. D'autres affirmaient qu'elle pouvait atteindre 24 nœuds, d'autres encore, 22 avec des pointes à 24 nœuds, et certains disaient qu'elle pouvait faire environ 20 nœuds avec des pointes à 24 nœuds. Souchon lui-même écrira plus tard dans ses mémoires qu'à ce moment-là, son navire pouvait difficilement avancer à environ 18 nœuds, et uniquement grâce à des efforts héroïques dans la salle des chaudières, dont 4 hommes morts de fuite de vapeur et d'épuisement dû à la chaleur. En partie parce que tous les tubes de chaudière n'avaient pas été remplacés, en partie à cause de l'encrassement du navire, en partie à cause de l'usure des machines, et aussi en partie parce que le charbon, franchement, était mauvais, comme nous l'avons mentionné, et ne fournissait pas vraiment beaucoup de puissance. Notez que cette plage comprise entre 18 et 26 nœuds, ou disons plutôt 18 avec des pointes à 24, ce qui est peut-être plus réaliste, signifiait que, selon le chiffre que vous choisissez, le Goeben était soit nettement plus rapide que les forces de Troubridge, soit un peu plus rapide, soit à peine plus rapide, ou la même vitesse, et parfois il pouvait peut-être aller un peu plus vite par brève pointe, ou il était en réalité tout simplement plus lent. Combiné aux divers problèmes connus dans ces chaudières, qui laissaient penser qu'en les poussant vraiment à fond, comme par exemple lors d'une bataille où l'on voudrait s'échapper, cela pourrait provoquer une panne catastrophique, le Goeben était en quelque sorte une installation motrice façon Schrödinger. Ce dont elle était réellement capable, et pendant combien de temps, restait un mystère pour tout le monde, y compris son propre commandant. Quoi qu'il en soit, après un certain temps à manœuvrer avec le Breslau, qui essayait de la faire partir, le Gloucester s'était installé pour suivre le Goeben à une vitesse constante de 18 nœuds. Le Goeben pouvait donc atteindre cette vitesse, sans doute pas plus, sinon il l'aurait sûrement utilisé pour échapper au Gloucester. Maintenant, au début de la nuit du 6, le croiseur Dublin et les destroyers Beagle et Bulldog ont réussi à s'approcher de quelqu'un et ils étaient prêts à le frapper avec des torpilles. En s'approchant, ils ont identifié le navire comme le Breslau, alors légèrement détaché. Souhaitant réserver leurs torpilles à une cible plus précieuse, ils ont poursuivi leur recherche du Goeben sans succès. Troubridge, de son côté, était confronté à un dilemme. Ayant brûlé une bonne quantité de charbon lors de la sortie avortée dans l'Adriatique la nuit précédente, il a passé la majeure partie du 6 en s'attendant à recevoir un charbonnier ou certains des croiseurs de bataille de Milne, ou les deux, mais il n'a reçu ni l'un ni l'autre. Peu après 18 heures ce soir-là, il reçut alors la nouvelle que Goeben était en mouvement et se dirigeait vaguement dans sa direction. Il décida donc de tenter à nouveau une attaque de nuit dans des circonstances similaires, mais cette fois-ci au large de la côte grecque au lieu de la côte italienne. Mais il avait un problème. Ses 8 destroyers, déjà partis la veille avec peu de carburant et l'ayant accompagné la nuit précédente, manquaient cruellement de charbon car le charbonnier n'était pas encore arrivé. En effet, après de nombreux retards à Malte, le navire n'était en fait parti de Malte que cet après-midi-là, à une vitesse maximale de 8 nœuds, et il n'était pas censé rejoindre les destroyers de Troubridge avant encore quelques jours. À bord de l'un de ces destroyers se trouvait un jeune officier du nom d'Andrew Cunningham, et à ce stade de la procédure, Troubridge avait signalé « Sauf information supplémentaire, je propose d'arriver au large de Fano ou de l'île de Faro au lever du jour. Je ne propose pas de l'engager au milieu du détroit d'Otrante, mes instructions s'y opposant. Si Goeben veut se battre, j'essaierai d'utiliser les eaux peu profondes au large, peut-être près de l'île de Fano pour choisir ma distance. » À ce stade, Troubridge pensait encore que Goeben pouvait aller vers l'Adriatique, comme vous l'aurez deviné. Mais bientôt, Gloucester l'informa que le navire allemand allait en fait vers le sud. Au cours de la demi-heure suivante, des mises à jour régulières ont clairement montré que Goeben s'éloignait de l'Adriatique et se dirigeait en fait vers le sud-est.
Et donc, à minuit 10, Milne fit demi-tour et se dirigea vers le sud pour tenter d'intercepter, estimant qu'il couperait la route du navire allemand vers 6 heures du matin, heure locale. Comme cela signifiait, bien sûr, que les croiseurs passeraient devant la baie où les destroyers attendaient, il leur ordonna de le rejoindre, bien que les destroyers se mirent en route en se limitant à 21 nœuds pour économiser le peu de carburant qu'ils avaient jusqu'à ce que cela soit vraiment nécessaire. Peu après 3 heures du matin, il signala « J'essaie de croiser la proue du Goeben d'ici 6 heures et compte l'engager si possible. Préparez-vous à former une ligne de relèvement, à faire évoluer en ligne de fil si nécessaire. S'il n'a pas été intercepté, je pourrais me replier derrière Zante pour éviter un combat à longue portée. » L'aube locale commencerait à 4 heures du matin. Étant donné que Troubridge affirmerait plus tard que Goeben, en plein jour, constituait une force supérieure à la sienne, ce plan pourrait donc sembler un peu étrange. Mais étant donné que le soleil serait encore bas dans le ciel, cela resterait au départ une tactique viable. Comme le soleil se lèverait derrière Troubridge, il y aurait une période où il y aurait assez de lumière pour voir et engager les Allemands. Si les Allemands réglaient leur télémètre sur leur cible, ils seraient aveuglés par le soleil bas, ce qui laisserait le temps aux Britanniques de se rapprocher. La nouvelle de l'engagement prévu s'est répandue chez les forces de Troubridge et les hommes à bord des croiseurs et des contre-torpilleurs l'attendaient avec impatience. Cependant, à l'approche de l'aube, seuls 3 destroyers continuaient de s'approcher du point de rendez-vous, dont celui de Cunningham, car ce sont les seuls 3 qui avaient encore assez de carburant pour suivre et combattre. Une partie du problème était que, à ce moment-là, personne ne semblait réellement penser qu'une fuite vers l'Empire ottoman était envisageable. Les paris allaient de Goeben essayant d'attaquer l'Égypte et le canal de Suez à des raids sur les routes maritimes au sud de la Grèce et au nord de la Crète, ou encore à tenter d'attirer les Britanniques pour que Goeben puisse ensuite faire demi-tour et rejoindre la flotte austro-hongroise. À mesure que Goeben allait plus au sud, la probabilité d'un engagement de jour augmentait, car la vitesse de rapprochement baissait. Cela s'accompagnait d'idées fantaisistes sur la portée des canons allemands, leur attribuant 26 à 28 000 yards, alors qu'en réalité, elle était alors un peu inférieure à 20 000 yards à cause des limites d'élévation. Inversement, les canons de 9,2 et 7,5 pouces de Troubridge avaient des portées maximales d'environ 15 à 16 000 yards selon le canon et l'affût utilisé. Bien sûr, les portées maximales et les portées effectives réelles étaient 2 choses très différentes, tant en ce qui concerne la capacité à toucher efficacement que la capacité à percer efficacement un blindage. En général, la doctrine britannique de cette période affirmait que l'artillerie des croiseurs cuirassés était peu susceptible d'être efficace au-delà de 13 milliards et certains officiers de l'escadre de croiseurs faisaient remarquer qu'aucun des navires n'avait tiré à plus de 8 milliards lors des récents exercices de tir. La portée effective allemande était bien sûr également quelque peu inférieure à leur portée maximale, mais elle restait tout de même supérieure à celle des croiseurs cuirassés. Bien sûr, on plaçait aussi quelques espoirs dans le Dublin, avec l'idée que si elle parvenait à toucher le navire allemand avec une torpille, cela pourrait le ralentir. Mais quand il s'est avéré qu'elle n'avait trouvé que le Breslau dans la nuit, cet espoir a disparu. En se basant sur ce qu'il pensait que Goeben pouvait faire, indépendamment de ce qu'elle pouvait réellement faire, le capitaine Ray a parlé avec Troubridge vers 3h30, déclarant en partie « Je ne vois pas ce que vous pouvez faire, monsieur. 2 options s'offrent au Goeben. L'une consistait à tourner directement autour de vous à un rayon correspondant à la visibilité du moment, et l'autre option était qu'elle tourne autour de vous à une distance supérieure à 16 milliards portée de ses canons, mais pas des vôtres. Cela risque d'être le suicide de l'escadron. » Vers la fin de la conversation, Ray a enregistré cet échange. « Avant que je monte voir le navigateur, l'amiral a dit « Je ne peux pas me détourner maintenant, pense à ma fierté. » Je lui ai demandé « Votre fierté est-elle en cause, monsieur? Le bien-être de votre pays est en jeu. » Après son demi-tour, je suis allé vers lui et lui ai dit « Amiral, c'est la chose la plus courageuse que vous ayez jamais faite. » Et donc, à 03h47, le premier escadron de croiseurs a renoncé à un affrontement potentiel et toute perspective d'affronter Goeben s'est évanouie. Elle parviendrait bien sûr à atteindre les Dardanelles finalement. Trowbridge déclara plus tard que s'il avait persisté, le Goeben aurait aperçu l'escadron sur son avant-bâbord à une distance de 20 à 25 milles. Elle aurait poursuivi l'une des 2 options. Si elle désirait atteindre sa destination à tout prix, elle contournerait l'escadron en 1 heure et 20 minutes à une distance de 12,5 milles, puis reprendrait sa route initiale. D'un autre côté, elle pourrait, en moins de temps, passer l'escadron à une distance de 15 à 16 milliards et reprendre sa route.
À cette distance, l'escadron ne pourrait pas, sauf par un hasard extraordinaire, espérer la toucher. Au contraire, grâce à ses canons et sa vitesse, elle pourrait garder ses distances et sans doute infliger de lourds dégâts, voire détruire l'escadron. Il ferait alors un signal à Milne. Ne pouvant rencontrer Gerben qu'à portée de ses canons hors de la nôtre, j'ai cessé la poursuite avec mon escadron et demande des instructions pour les croiseurs légers. Gerben se dirigeant vers la Méditerranée orientale, j'espérais la croiser avant l'aube. Pour une raison inconnue, il a fallu près d'1 heure pour coder et envoyer ce message à Milne, et quand il a pu répondre, toute chance de reprendre la poursuite était perdue. Cette décision était-elle justifiée? Comme je l'ai mentionné, le débat a commencé dès que l'évasion des navires allemands est apparue, et il se poursuit aujourd'hui. Mais compte tenu des suppositions sur les capacités relatives des deux camps, cela semblerait être un choix raisonnable. Il était inutile de laisser Gerben démanteler tranquillement la première escadre de croiseurs. Tout ce que cela ferait, ce serait d'épuiser les stocks de munitions allemands, ce qui, pour être honnête, aurait pu s'avérer très utile à long terme, mais personne ne savait encore combien de temps la guerre allait durer. Mais compte tenu des facteurs que nous avons mentionnés, qu'est-ce qui aurait réellement pu se passer, rétrospectivement? Malgré leurs efforts, l'équipage de Gerben n'a pu charger qu'environ 600 tonnes de charbon de mauvaise qualité, juste assez pour atteindre les Dardanelles à vitesse de croisière. Finalement, les Allemands se ravitailleraient auprès d'un charbonnier au large des côtes grecques, mais et si Souchon avait été confronté à une action potentielle et avait été contraint de passer de la vitesse de croisière à la vitesse maximale, ce qui faisait grimper la consommation de carburant d'un facteur de 4 à 5 fois. Il courait un énorme risque, car même quelques heures à ce régime pourraient réduire d'1 jour ou plus l'autonomie du navire, en supposant qu'il n'ait subi aucun dommage. Cela signifiait qu'il devrait effectuer ce rendez-vous avec le charbonnier avec un minimum de charbon restant dans les soutes, sinon le navire se retrouverait réellement à la dérive. Et cela, sauf si elle a subi des dommages inondant les soutes à charbon ou arrêtant les chaudières. Ou causer une traînée supplémentaire simplement en faisant des trous sous la ligne de flottaison. Il y a aussi le fait qu'il aurait en réalité dû faire passer son navire de la vitesse de 17 à 18 nœuds qu'il faisait à ce moment-là jusqu'à sa vitesse maximale. Et puis, à quelle vitesse pouvait-il vraiment aller? Les Britanniques pensaient, comme nous l'avons vu, que le Goeben était assez rapide pour leur tourner autour. Si l'on en croit la parole de Souchon, même si c'est une valeur plutôt basse, alors cette vitesse de 18 nœuds à laquelle il naviguait était en réalité aussi sa vitesse maximale, et l'escadron de Troubridge était plus rapide de 2 nœuds. L'avantage de vitesse de Troubridge aurait pu augmenter s'il avait détaché son croiseur cuirassé plus lent après le début de la bataille. Même si nous prenons la majorité des écarts, ce qui semblerait indiquer que le navire pouvait au moins maintenir une vitesse de 20 à 21 nœuds et peut-être un peu plus rapide par moment. Au-delà de cela, cela signifierait que la vitesse de Goeben était pratiquement la même que celle de l'escadron de Troubridge, ou si Troubridge détachait son croiseur problématique, lui demandant de prendre un flanc pendant que les 3 autres descendaient de l'autre côté. Alors 3 des navires de Troubridge seraient encore 1 ou 2 nœuds plus rapides, et sans même parler des 3 destroyers qui ont pu atteindre le point de rendez-vous. De plus, si Troubridge avait essayé de réduire la distance, alors pour lui tourner autour, Goeben aurait eu besoin d'un avantage de vitesse significatif pour empêcher la distance de se réduire. Et donc, soit Goeben aurait dû battre en retraite, repartir vers l'ouest et ainsi ne pouvoir utiliser que quelques canons, tout en se rapprochant de Milne, ou alors Goeben aurait dû d'une manière ou d'une autre maintenir une vitesse de 24 à 25 nœuds ou plus, et il semble évident qu'elle était très peu susceptible d'y parvenir. Et donc, si Goeben essayait de contourner, Troubridge pourrait réduire la distance. Ensuite, on en vient à la question de la pénétration du blindage. Bien que Goeben ait sans aucun doute porté un blindage capable de résister aux obus de 9,2 pouces et de 7,5 pouces, aux tirs d'obus perforants à toutes les distances, sauf à très courte portée, il est en réalité intéressant de consulter les spécifications allemandes de leurs obus à l'époque. Si l'on suppose que Troubridge voulait se rapprocher de son adversaire, les canons de 11 pouces ne pouvaient en réalité pas percer de façon fiable les ceintures principales des croiseurs britanniques tant que la distance n'était pas réduite entre 13 000 et 14 000 yards. Des obus de 11 pouces frappant hors de cette zone détruiraient tout sauf ce qui était protégé par le blindage de 6 pouces. Mais des niveaux de pénétration réellement dangereux pour les soutes à munitions ou les machines ne se produiraient pas avant que Gerben n'entre dans une portée à laquelle les croiseurs cuirassés britanniques pouvaient, en fait, riposter de manière raisonnable et efficace.
Et en supposant que ces croiseurs britanniques ouvraient le feu avec des obus explosifs ou CPC, partant du principe qu'ils ne pourraient pas percer avec des obus perforants, sauf sur les zones très faiblement protégées du blindage de Gerben. Le volume de feu pourrait bien commencer à casser des éléments, comme les télémètres et les canons secondaires, et à mettre le feu à diverses choses, comme la passerelle. Cela pourrait réduire l'efficacité au combat des Allemands, et à mesure que la distance diminue, les obus perforants deviendraient efficaces contre tout sauf les tourelles principales et la ceinture blindée de Gerben. Cela n'inclut pas le risque d'attaque à la torpille par les 3 destroyers, ni, si un ou 2 croiseurs cuirassés s'approchaient assez, celui de ces croiseurs eux-mêmes. De plus, l'évasion allemande face aux destroyers ou à leurs torpilles perturberait leur solution de tir, améliorant ainsi la survie des croiseurs cuirassés. Maintenant, l'autre côté de tout cela, ce qui donne l'impression que peut-être Troubridge aurait dû engager le combat, c'est que les Britanniques s'étaient entraînés pour 2 navires concentrant leur feu sur une seule cible, mais pas pour 4 navires concentrant leur feu sur une seule cible. Cela pourrait causer des problèmes si les 4 croiseurs attaquaient Gerben en même temps. Et bien sûr, si la distance tombait entre 10 000 et 12 000 yards, Gerben serait capable de dévaster n'importe lequel des croiseurs cuirassés sur lequel il tirait, tant qu'il obtenait une bonne fourchette de tir. Cependant, en y repensant, Troubridge n'avait pas besoin de gagner, seulement d'endommager Goeben pour la rendre facile à rattraper. Alors que Souchon, en revanche, ne pouvait vraiment pas se permettre de subir beaucoup de dégâts, ni de dépenser une quantité importante de munitions, ni de perdre trop de temps, ni d'augmenter significativement sa consommation de carburant. De même, couler plusieurs navires britanniques serait vraiment un bel exploit à son actif. Donc, en tenant compte de tous ces facteurs, cependant, étant donné les hypothèses faites à l'époque par les 2 camps, Troubridge avait probablement techniquement raison de ne pas engager le combat. S'il avait choisi d'engager malgré tout, pour quelque raison que ce soit, peut-être dans l'espoir de gagner du temps pour que Milne puisse se mettre en mouvement, il se serait en réalité probablement rendu compte que les chances étaient un peu meilleures que ce que lui-même et beaucoup d'autres ont supposé depuis. Bien sûr, n'importe quel croiseur cuirassé isolé serait toujours dans une position très désavantageuse, mais c'est justement à cela que sert la supériorité numérique. Rappelez-vous que, quelques mois plus tard, lors de la bataille des îles Malouines, même avec de bien meilleures chances et des canons nettement plus puissants, les 2 croiseurs de bataille britanniques impliqués ont dû garder une distance raisonnable des Scharnhorst afin de les couler sans subir trop de dégâts en retour. Et cela a pris pas mal de temps à accomplir. Donc, en gardant tout cela à l'esprit, j'ai décidé de rejouer ce scénario sur la table de jeu. Wargame Broadsides Empires of Steel, car il est assez détaillé, mais aussi relativement rapide en termes de système de jeu de guerre navale. Et il est précisément conçu pour cette période. L'équipe de Broadside a eu la gentillesse de m'envoyer de très beaux navires représentant le scénario, même si je vais finir par utiliser le Dublin et ses 2 destroyers comme remplaçants pour les 3 destroyers qui auraient inclus Andrew Cunningham et qui auraient réellement été présents. Mais comme la carte de règles pour Beagle et Bulldog représente la même classe de destroyer, ça ira. Par rapport aux statistiques indiquées, j'ai décidé d'enlever un point de vitesse à Goeben pour représenter le fait qu'elle est un peu ralentie, ce qui lui donne une vitesse maximale plus réaliste, autour de 20 à 21 nœuds, peut-être un peu plus. J'ai retiré un point de vitesse à Warrior pour montrer qu'elle avançait lentement aussi. Cela laisse les 3 autres croiseurs cuirassés avec à peu près la même vitesse que Goeben, mais le croiseur de bataille peut changer de vitesse 2 fois plus rapidement dans le jeu. Ce qui signifie que puisque tout le monde va commencer à la vitesse 3, représentant une vitesse de croisière d'environ 18 nœuds, ce que l'on sait être le cas pour les 2 camps. Goeben pourrait obtenir un petit avantage de vitesse au début, et potentiellement garder cet avantage si les navires de Troubridge restent tous ensemble. Pour illustrer les conditions de départ, Goeben sera d'un côté de la table, la traversera, et les croiseurs cuirassés avanceront en biais, les destroyers étant légèrement plus en avant. Goeben, bien sûr, cherchera à maintenir les tirs dans la tranche de portée la plus longue si possible, tandis que Troubridge essaiera de se rapprocher pour devenir plus efficace. Le jeu traite de questions comme la taille de la cible, l'angle de tir, le blindage, etc., etc. Mais si vous voulez une explication complète, il y aura une vidéo d'accompagnement de toute la partie ici, mais voici quelques moments forts sélectionnés.
La partie a commencé avec Goeben arrivant perpendiculairement au long bord de la table d'un côté et les croiseurs cuirassés de Troubridge arrivant depuis un coin de l'autre côté. Principalement, comme nous l'avons dit, en avançant perpendiculairement, mais avec un léger angle et les destroyers un peu plus en avant, croisant presque le T de Goeben. Souchon a alors décidé que, foncer dans ce tas de navires était une mauvaise idée, et bien sûr, son objectif était d'essayer de les dépasser. Il a donc commencé par virer de bord en tournant à tribord, ce qui a également découvert sa bordée, puis il a augmenté sa vitesse. Troubridge a d'abord tenté d'accélérer ses navires au maximum, bien que son accélération soit un peu plus lente. Les deux camps ont ouvert le feu alors qu'ils commençaient à entrer dans la portée maximale de leurs canons. Ce que j'ai jugé relativement raisonnable, car dans ces conditions, les deux forces s'étaient principalement rapprochées de nuit. Comme nous l'avons dit, au début, le soleil se levait derrière les navires de Troubridge, ce qui les rendait plus difficiles à voir. Donc, nous avons supposé que ce scénario commence vraiment avec les deux camps qui constatent la présence de l'autre, à une distance où ils peuvent tout juste commencer à se tirer dessus. Les contre-torpilleurs ont alors créé un écran de fumée pour se protéger et ont tenté de couper la route de Goeb en croisant son T. L'engagement a plutôt bien commencé pour les Britanniques, car le Defense a réussi à toucher plusieurs fois Goeben. Cependant, ces coups n'ont causé que des dégâts superficiels, car ils n'étaient pas assez puissants pour percer le blindage principal de Goeben. Et même si cela a légèrement endommagé certains systèmes de Goeben, Gerben a pu riposter. Le combat mobile s'est poursuivi pendant que Goeben s'éloignait des croiseurs britanniques, maintenant le tir à distance. Et à mesure que la distance se réduisait progressivement, Troubridge décida que foncer droit sur Goeben, bien que cela réduirait la distance un peu plus rapidement, signifierait aussi que Gerben finirait par se déplacer vers son côté bâbord. Et alors, il ne serait plus possible de le poursuivre. Une réduction de distance plus lente lui permettrait de engager plus vite un plus grand nombre de canons. Mais cela n'a pas très bien fonctionné, car Goeben a réussi à trouver la bonne distance et à frapper Défense si violemment que le navire est passé de sa pleine santé à une situation de naufrage en une seule série de salves massives. Oui, ce n'était vraiment pas agréable à voir. Les trois croiseurs britanniques restants ont continué d'avancer. Warrior a été progressivement laissé derrière à cause de sa vitesse plus lente, continuant à échanger des tirs d'artillerie. Cependant, l'une des erreurs cruciales que Troubridge, c'est-à-dire moi, a commises au début, c'est que tout le monde a essayé de tirer. Et cela signifiait qu'il y avait plusieurs gerbes d'obus, ce qui a en fait gêné la poursuite du tir des navires britanniques. Alors que peut-être qu'après la salve initiale, lorsque Defense a touché sa cible, si elle avait été la seule à continuer à tirer et que les autres avaient attendu, elle aurait peut-être pu tirer au moins une salve de plus avant sa destruction. Maintenant, Goeben a continué à tirer, mais elle faisait face à un petit problème parce que les destroyers ont réussi à lui couper la route et à lancer 2 torpilles. Goeben a décidé que, si elle se mettait de flanc, donc en virant à bâbord ou à tribord, elle pourrait engager les destroyers avec plus de puissance de feu. Sa batterie secondaire la rendrait aussi une cible de torpilles plus évidente. Si elle virait à bâbord, elle se rapprocherait des croiseurs cuirassés britanniques, augmentant leurs chances. Si elle faisait demi-tour, elle se retirerait par là où elle était venue, ce qui n'était pas particulièrement idéal. Ainsi, Souchon décida de garder son étrave pointée vers les destroyers pour minimiser sa silhouette de cible et compter sur ses canons secondaires. Cela a en fait plutôt bien fonctionné, car le premier destroyer, le plus proche, a lancé ses torpilles, a raté sa cible et a également été gravement endommagé par le feu des canons secondaires du Goeben. Les batteries principales réussirent à régler leur tir sur Black Prince, qui fut rapidement détruit, comme le Defense. Le Goeben acheva ensuite le destroyer endommagé et passa à l'attaque du deuxième des 3 destroyers, qui l'endommagea également. Cependant, à ce moment, les 2 destroyers s'étaient assez approchés pour lancer une salve de torpilles qui toucha le Goeben, provoquant une voie d'eau et lui faisant perdre des points de vie, ce qui n'était évidemment pas idéal pour lui. Cependant, ils étaient à court de torpilles de ce côté et devaient manœuvrer rapidement pour lancer les autres. Le Goeben, cependant, déjoua cette manœuvre, détruisant le deuxième destroyer qu'il avait déjà endommagé auparavant avec sa batterie secondaire.
laissant un seul destroyer venir tenter de manœuvrer pour lancer une nouvelle salve de torpilles depuis son côté bâbord. Les deux derniers croiseurs cuirassés britanniques tentent toujours d'engager le Goeben, mais la plupart des tirs restent inefficaces, si bien qu'il ne s'est pas passé grand-chose. Et à ce moment-là, le Goeben avait réussi à atteindre le bord du plateau. Donc, même si, en théorie, au bout d'encore 1 ou 2 tours, le destroyer aurait pu virer de bord pour lancer une nouvelle salve de torpilles, il n'aurait probablement pas survécu à la batterie secondaire du Goeben à une telle proximité. Et les deux croiseurs cuirassés britanniques restants étaient maintenant quelque peu derrière le Goeben et incapables de vraiment réduire la distance. Et ainsi, la bataille s'est terminée là, avec Souchon qui a réussi à s'échapper. Maintenant, comme beaucoup auraient pu s'y attendre, cela a coûté assez cher aux Britanniques. 2 destroyers perdus et 2 croiseurs cuirassés coulés. Que Trubridge ait été une victime ou non, je vous laisse en juger. Il aurait peut-être pu quitter son navire en train de couler, mais il y aurait quand même eu beaucoup de pertes humaines. La seule consolation dans tout cela n'est pas forcément que les croiseurs cuirassés aient réussi à faire grand-chose, mais la torpille du destroyer a provoqué une voie d'eau sur Goeben pendant un certain temps, ce qui a considérablement ralenti Goeben en sortant du scénario. Et elle a réussi à réparer le pire des voies d'eau pendant la partie, mais revenons à ce qui se serait passé ensuite. Avec un trou de torpille dans sa coque, elle n'allait pas aller bien vite, un peu comme le Bismarck qui avait dû ralentir après avoir encaissé une torpille. Il en serait de même pour Goeben, et bien sûr, l'endroit précis où la torpille a frappé aurait aussi son importance, car si c'était à la proue, cela la ralentirait beaucoup plus qu'au milieu du navire. Cela ne la ralentirait pas autant à cause du trou et de l'inondation, car évidemment elle n'aurait pas la proue enfoncée, mais cela aurait pu entraîner l'inondation d'une de ses précieuses soutes à charbon ou d'une de ses salles des machines. De façon générale, la vitesse et l'autonomie de Goeben seront fortement réduites, surtout si Trubridge ou son successeur signale « Eh, nous venons d'engager Goeben, il s'est échappé, mais… » Elle a été touchée par des torpilles et avance difficilement. Il est assez probable que les croiseurs de bataille de Milne auraient pu la traquer, ce qui, globalement, aurait probablement entraîné la destruction de Goeben avant qu'elle n'atteigne l'Empire ottoman. Mais cela se paie assez cher pour l'escadron de Trubridge. Je suis en fait très satisfait de la façon dont ce scénario s'est déroulé. J'ai fait 1 ou 2 erreurs dans ma tactique, je pense. J'aurais peut-être pu infliger un peu plus de dégâts à Goeben, mais en même temps, ce genre d'erreur est aussi relativement cohérent avec la façon dont le scénario aurait pu se dérouler dans la réalité. Donc oui, au moins sur cette base, peut-être que Trubridge aurait dû engager le combat. Je pense que ça se résume à ceci. Est-ce que ça vaut la peine de perdre quelques croiseurs cuirassés et quelques destroyers pour donner à Milne une chance de se ressaisir et de couler Goeben? À première vue, cela pourrait être considéré dans une certaine mesure comme un échange équitable à l'époque, parce qu'évidemment, ils ne savent pas où tout cela va mener. Mais à une échelle stratégique plus large, avec le recul, si l'incapacité de Goeben à atteindre les Dardanelles signifiait que les Ottomans n'entraient pas en guerre, et donc qu'il n'y avait pas les débarquements de Gallipoli, et ainsi de suite, cela pourrait bien être considéré, rétrospectivement aujourd'hui, comme un sacrifice qui en valait vraiment, vraiment la peine. Et bien sûr, vous savez, on pourrait rejouer ce scénario plusieurs fois et il pourrait finir par évoluer de manière très différente à chaque fois. Je vous laisse décider. Dites-le moi en commentaire. D'après ce résultat, Trubridge aurait-il dû s'engager ou a-t-il eu raison de s'abstenir? Si vous voulez Broadside Empires of Steel, un lien est dans la description sous la vidéo. Et ils préparent également bientôt une extension, car évidemment, pour l'instant, le jeu est principalement centré sur la Première Guerre mondiale, mais ils vont aussi, je suppose, étendre le jeu à l'époque des pré-Dreadnoughts. Plus de détails à ce sujet seront donnés dans une vidéo à venir. Et comme je l'ai dit, la partie complète, y compris l'explication des règles et le déroulement tour par tour, arrivera plus tard cette semaine. À bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez un commentaire ou une suggestion de navire à présenter, dites-le dans les commentaires ci-dessous. Commentez la publication épinglée pour poser vos questions au Dry Dock.